Donc, les IA génératives, comment ça fonctionne et comment bien les utiliser? Eh ben, on attaque. Donc, je vais commencer, cet atelier par vous parler de machine learning et de deep learning. Je sais que c'est, des sujets qui sont, très souvent, abordés ces derniers temps. Par contre, je ne suis pas sûr que vous ayez, déjà eu l'occasion, de voir en détail comment ça fonctionne et c'est ce que je vais essayer de vous expliquer aujourd'hui. Alors le deep learning, et plus généralement, le machine learning, hein, c'est un champ d'étude, de l'intelligence artificielle qui est fondé sur une approche mathématique et statistique, important de le savoir, pour doter les ordinateurs de la faculté d'apprendre à partir de données. Donc en fait, effectivement, si on prend le champ global de l'intelligence artificielle, ben, le machine learning est un champ d'étude, de l'intelligence artificielle et le deep learning est lui-même une certaine façon de faire du machine learning. Alors concrètement, comment est-ce que ça fonctionne? Eh ben, je vous ai mis sur la droite, un tableau, et l'objectif, c'est que vous essayez de vous imaginer, que vous êtes, un forestier et que, vous cultivez des pins Douglas sur vos parcelles, et vous allez mener, une étude sur la croissance de vos pins et donc vous vous baladez, sur votre parcelle et pour chaque arbre que vous allez, croiser, vous mesurez le diamètre du tronc et la hauteur de l'arbre. Donc vous voyez dans le tableau, sur la droite, vous avez le diamètre en centimètres et la hauteur en mètres et voilà, donc ce tableau, c'est, ce à quoi pourrait ressembler la synthèse de vos observations. Et ce qui est intéressant, avec ce tableau, c'est qu'on va pouvoir, représenter, un nuage de points, sur, un axe, heu, abscisse ordonnée, qui va, représenter, la progression de la hauteur de l'arbre en fonction de son diamètre. Et que lorsque vous voyez, ce nuage de points, en fait, naturellement, votre cerveau, va se représenter un moyen de faire un lien logique entre toutes ces données. Et évidemment, le moyen, de le faire, ce lien, c'est de tracer, pardon, une droite comme ceci. Alors ce qui est intéressant, lorsqu'on fait, cet exercice-là de tracer, la droite, c'est que cette droite, elle va nous permettre de réaliser des prédictions sur des données qu'on ne possède pas. Par exemple, si vous regardez ici, en abscisse et que vous prenez, un arbre de 25 mètres, vous voyez qu'à cet endroit-là, je n'ai pas, d'informations sur le diamètre du tronc. D'accord? Donc, bah, je vais, aller chercher l'intersection, entre, mon abscisse 25 et la droite et ça va me permettre, de trouver une estimation relativement précise du diamètre du tronc. Donc là, en l'occurrence, environ 87 mètres. Voilà, donc c'est un raisonnement extrêmement simple et logique, et on va essayer de détailler de façon, mathématique, ce que ça signifie. En fait, cette fonction mathématique, que j'ai, tracée, pour, représenter le nuage de points, c'est tout simplement ce qu'on a vu quand on était, au collège et au lycée, c'est une fonction, hein, y égale ax plus b, où a est ce qu'on appelle le coefficient directeur et b, c'est l'ordonnée à l'origine. Et donc si je prends ces 2 valeurs, a et b, et ben, en les faisant varier, je peux finir par trouver une combinaison qui me permet de tracer une droite qui colle plus ou moins bien avec le nuage de points, hein. Vous voyez, j'en ai fait plusieurs exemples.
je change, je fais varier A et B et je trouve différentes droites jusqu'à trouver un réglage qui me permet d'avoir une droite représentative de mon nuage de points. Donc j'ai 2 paramètres et je les fais varier. Et ben en fait, créer un algorithme informatique qui a la possibilité, de faire le lien entre les données de ce tableau et ensuite être en mesure de faire une prédiction, bah, c'est exactement ça le machine learning. Une façon, de voir les choses, c'est de vous imaginer que ces 2 paramètres, ce sont 2 boutons, 2 potentiomètres qu'on peut tourner vers la gauche ou vers la droite et en fonction de comment vous tournez le bouton, votre réglage va être, plus ou moins précis et vous allez pouvoir in fine, avoir un paramétrage, qui vous permet, d'approcher la réalité, de vous faire, ensuite, des prédictions. Donc pour, résumer le modus operandi, en gros, j'ai des données en entrée, X, et j'ai une sortie, Y. D'accord? Donc, je donne, les entrées à, un algorithme qui va tester tous les réglages possibles avec, les paramètres à disposition. Là, en l'occurrence, on en a 2 boutons, voilà, et je vais les tourner, jusqu'à ce que l'algorithme comprenne ce qui relie les entrées X à la sortie Y. D'accord? C'est ce qu'on appelle la phase d'apprentissage. Et une fois que cet algorithme a compris, a réussi à trouver ce lien, d'accord? Et ben, on va pouvoir, passer à la phase suivante qui est la phase de prédiction. Alors cet, exemple est, volontairement extrêmement simpliste, mais en réalité, les problèmes qu'on va soumettre aux algorithmes de machine learning, ils sont beaucoup, beaucoup plus complexes. Il y a beaucoup, beaucoup plus de paramètres. Ce qui rend, bien évidemment, le lien à faire entre les entrées et la sortie beaucoup plus difficile à évaluer pour un cerveau humain, hein. Si je vous fais, enfin le nuage de points, du rapport entre, la taille du tronc et la hauteur de l'arbre, je pense que tout le monde ici a pu voir qu'en traçant une droite, on allait pouvoir, faire, un modèle qui représente, clairement, l'augmentation, de la taille de l'arbre en fonction du diamètre de son tronc, hein. Je veux dire, c'est très simple, il y a 2 paramètres. Voilà. Sauf que, bah, quand on va, faire des, problèmes de machine learning modernes, bah, on va, devoir analyser, des problématiques plus complexes, hein. Si je vous prends l'exemple d'une publication sur les réseaux sociaux, hein, comment est-ce que, la plateforme sociale, elle arrive à se faire une idée, de l'intérêt que vous allez porter à, cette publication? Comment est-ce qu'ils arrivent à savoir si c'est susceptible de vous plaire ou non? Hein, parce que vous savez que les algorithmes des réseaux sociaux, hein, on ne vous sert pas, dans votre fil d'actualité des trucs au hasard. Et ben, on va, reprendre notre petit schéma. Donc on a notre algorithme au centre avec, tout plein de paramètres à faire varier. En entrée, je vais avoir, différentes données. Donc là, j'ai plus, juste 2 données, le diamètre et la hauteur, mais j'en ai d'autres. Par exemple, là, je vais pouvoir imaginer dans le cadre d'une publication, bah, qui est l'auteur? Quel est le sujet de la publication? Quelle est sa date? À quelle heure, elle a été publiée? Quel est le type de contenu? Est-ce que c'est du texte? Est-ce que c'est, une infographie? Est-ce que c'est une vidéo? Est-ce que c'est un short? Voilà, longueur, durée, la portée organique. Est-ce que cette, publication, elle a déjà plu à d'autres personnes ou est-ce qu'elle est plutôt confidentielle? Et en sortie, on va essayer, de savoir, de faire une prédiction de est-ce que vous allez cliquer? Est-ce que vous allez commenter? Est-ce que vous allez partager? Donc là, on a déjà beaucoup plus de mal à réussir à se faire, une représentation mentale de quels sont les liens entre les entrées et les sorties. Donc pour réussir à établir ces liens complexes et multifactoriels, on va utiliser ce qu'on appelle des réseaux de neurones.
Donc par neurone, évidemment, on entend des neurones artificiels qui sont simulés informatiquement. En gros, c'est une sorte de petite fonction mathématique qui va imiter la façon dont les vrais neurones se comportent. Donc là, je vous ai mis un petit schéma représentatif, hein. Vous avez une entrée X et une deuxième entrée X1 qui sont connectés au neurone. Et le neurone, lui, il a une sortie et c'est la sortie Y. Alors, comment est-ce que ça fonctionne un peu plus en détail? Eh bien, en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va attribuer des poids respectifs aux entrées sous forme de coefficients. Donc là, j'ai noté le coefficient P et pour l'entrée X et P1 pour l'entrée X1. Donc voilà, c'est des coefficients, on va leur donner des valeurs, hein, je ne sais pas, 1, 5, 10, on peut imaginer ce qu'on veut. Donc on va multiplier la valeur de l'entrée par son coefficient, on va additionner la somme des entrées multipliée par les coefficients et on va voir si cette somme est supérieure ou inférieure à un seuil qu'on aura fixé. Donc ça nous fait, en l'occurrence pour ce neurone qui a 2 entrées, ça nous fait 3 paramètres à faire varier. Le poids de l'entrée 1, le poids de l'entrée 2 et le seuil. Et ensuite, tout simplement, si la somme est plus grande que le seuil, eh ben, le neurone va envoyer 1 en sortie et si la somme est inférieure, il va envoyer 0. Donc évidemment, on peut faire varier les poids et le seuil avec les boutons dont on a parlé tout à l'heure. Et l'objectif, ça va être un peu comme dans notre exemple précédent, de faire varier A et B jusqu'à trouver un paramétrage qui permet d'obtenir des résultats satisfaisants. C'est un peu comme ça que fonctionne un vrai neurone, hein. Il reçoit en fait des stimulations électriques en provenance des axones auxquels il est connecté en amont et en fonction de certaines conditions, il va lui-même générer un signal électrique si la condition est remplie. D'accord? On va dire que le neurone décharge. Donc là, en gros, le neurone il décharge si c'est égal à 1 et sinon il fait rien. Enfin, il envoie 0. Pour résoudre un problème complexe, évidemment, un seul neurone, ça ne va pas être suffisant. Donc c'est pour ça qu'on va parler de réseau de neurones, parce que ces neurones, on va pouvoir en empiler autant que l'on veut. Et ça va former donc ce fameux réseau de neurones. Et donc évidemment, plus on a de neurones, et ben, plus on a de poids et de seuil à faire varier. Et donc pendant la phase d'apprentissage, on va tourner les boutons jusqu'à trouver jusqu'à que l'algorithme puisse trouver un lien entre les entrées et la sortie. C'est la phase d'apprentissage. Et ensuite, une fois qu'on a trouvé le réglage, eh ben, on passe à la phase prédictive. Et on va donner des entrées X et l'algorithme, lui, va faire une prédiction Y. Donc le problème des réseaux de neurones, ben, c'est qu'en fait, rapidement, on va se retrouver dans des situations où on a un nombre incalculable de paramètres d'entrée. Et si on a trop de paramètres d'entrée, ben, on se retrouve avec un modèle qui a tellement de paramètres qu'on n'arrive pas à faire la phase d'entraînement. Voilà, c'est trop dur à entraîner. Cette problématique, elle a notamment été rencontrée avec la reconnaissance d'images. D'accord? Donc les images au format numérique, hein, on appelle ça des images raster, elles sont composées d'une matrice de petits points carrés qu'on appelle les pixels. Donc ça veut dire que si je prends une image qui, par exemple, fait 500 pixels fois 500 pixels, bah, potentiellement, le nombre de paramètres d'entrée à fournir au réseau de neurones, bah, c'est 500 fois 500, donc 250 000 paramètres. Donc là, tout à l'heure, on a tiré la simplicité à l'extrême avec 2 paramètres. Vous imaginez ce que ça peut donner avec 250 000 paramètres.
Donc pour tenter de trouver une solution à ce problème, les chercheurs, ils ont développé une méthode, qui consiste, à, réduire le nombre de paramètres. Et pour réduire le nombre de paramètres, ils cherchent à déterminer en amont les caractéristiques intermédiaires de l'image. Donc je vous ai fait un petit schéma là pour essayer de vous expliquer, en quoi ça consiste, hein. On appelle ça faire une abstraction. On va, tirer les caractéristiques, de ce chat. Donc on va prendre la forme des oreilles, les yeux, le museau, la morphologie de la tête, et cetera, et cetera. Donc on ajoute une étape intermédiaire. Elle est réalisée par un autre algorithme qui va extraire les éléments caractéristiques de mon chat, puis qui va les soumettre à un réseau de neurones. Donc là, si vous regardez le schéma, si j'ai l'image brute, j'ai 250 000 paramètres. J'utilise un algorithme qui extrait les caractéristiques et je fournis uniquement la liste des caractéristiques à mon réseau de neurones. Et là, la liste des caractéristiques, on va être sur quelques dizaines maximum. Et là, le réseau de neurones est capable de faire la reconnaissance et de vous dire ça c'est un chat, ça c'est une voiture, ça c'est un bus, etc., etc. Donc la qualité de la reconnaissance, elle est directement impactée par l'algorithme intermédiaire, celui qui va extraire ces caractéristiques. Et donc en fait, on se rend compte que le travail d'intelligence, ce n'est pas le réseau de neurones qui le fait intrinsèquement, il est plutôt imputable à l'algorithme qui extrait les caractéristiques. Heu et c'est pour tenter d'apporter une solution à ce problème que, des chercheurs ont travaillé sur ce qu'on appelle les réseaux profonds, d'accord? D'où est tirée l'appellation apprentissage profond ou deep learning. Donc le concept, du deep learning, c'est de se dire, oui, effectivement, il y a une problématique, quand on va, commencer à empiler trop de neurones, ça va faire des algorithmes qui sont trop complexes pour notre cerveau. On va pas vraiment comprendre ce qui se passe, heu et il y a quand même des scientifiques qui se sont dit: «On va quand même essayer de voir ce qui se passe quand on empile et qu'on fait plusieurs couches de réseau avec, des schémas de ce type». Hein. Là, j'ai plus, heu, quelques neurones qui sont connectés les uns aux autres, j'ai plusieurs couches successives. Donc ce qui se passe à l'intérieur, c'est un peu un genre de boîte noire, on ne comprend pas bien ce qui se passe, mais on va quand même essayer d'optimiser la structure et de voir comment est-ce qu'on peut utiliser ces réseaux profonds. Et alors pour schématiser, donc là je vous ai représenté un réseau profond. Si je fournis une image brute à ce réseau profond, et que je tente de faire une phase, d'apprentissage, mais en fait, ce que je constate, c'est que, plus je remonte dans les couches du réseau de neurones et que je me rapproche, de la couche qui va, sortir, la prédiction, plus je constate qu'en fait, cette couche supérieure, elle contient les caractéristiques de l'image. C'est-à-dire que je vais retrouver une liste de caractéristiques essentielles, sauf que là, c'est pas un humain qui a, déterminé la liste des caractéristiques essentielles, c'est l'algorithme qui s'est fait sa propre liste de caractéristiques essentielles. Alors effectivement, j'ai dit tout à l'heure que les réseaux trop complexes, ils étaient pas entraînables. Donc c'était la réalité, mais en 2012, en fait, il y a eu un point de bascule qui a été créé par plusieurs paramètres. Notamment, le travail sur la structure logique des, réseaux de neurones profonds, hein. On ne fait pas n'importe quoi, on ne met pas juste plein de neurones connectés les uns aux autres. Il y a une structure logique à respecter qui permet d'obtenir, de meilleurs résultats. Bien évidemment, il y a toujours, l'augmentation de la puissance de calcul des GPU, hein. Donc les GPU, vous savez, c'est les processeurs graphiques qui ont, in fine des capacités de calcul, supérieures aux processeurs. Donc ces GPU, ils sont de plus en plus puissants, donc on va pouvoir, faire, utiliser et entraîner des réseaux de plus en plus grands et surtout, c'est également le nombre de données d'entrée qui sont disponibles. Donc là, en l'occurrence, dans le cadre de la problématique de reconnaissance d'images, on s'est rendu compte en 2012 qu'on avait des bases de données d'images
annotée, qui était gigantesque, et qui allait nous permettre de faire, l'entraînement de nos réseaux profonds. Parce que pour faire l'entraînement du réseau profond, bah, il faut disposer de beaucoup de données, d'énormément de données. Alors, on va faire un point maintenant sur, la notion d'apprentissage supervisé. Donc pour être, complet sur le sujet du machine learning et du, deep learning, c'est important de parler de ce concept. Heu, donc l'apprentissage automatique, supervisé, ça consiste à utiliser des jeux de données entrées-sorties qui sont annotés par des humains. D'accord? Donc dans le cas de la reconnaissance d'image, bah, si je fournis une image de chat, bah, il faut que j'annote et que je dise: «Ça, c'est un chat. Ça, c'est, un avion. Ça, c'est une fleur. Ça, c'est une voiture». D'accord? Il faut qu'il y ait un travail en amont des humains qui vont, spécifier dans les jeux de données, les informations entrées-sorties pour que, l'algorithme puisse s'entraîner. D'accord? Et c'est ça qui va lui permettre de faire, de bonnes prédictions. Parce que, il est, vraiment important de comprendre que l'algorithme de reconnaissance, en fait, lui, il n'a aucune idée de ce qu'il fait, hein. Il ne sait pas du tout ce que c'est qu'un chat, il ne sait pas du tout ce que c'est qu'une voiture, il en a strictement aucune idée. Il ne fait que ce pourquoi il a été programmé, c'est-à-dire que vous lui donnez une image en entrée et en sortie, il vous fait une prédiction de ce que c'est comme type d'image. Donc là, on touche un point, très important des algorithmes d'intelligence artificielle, c'est la qualité des données d'entraînement, hein. Donc celle-ci, elle est vraiment fondamentale pour obtenir de bons résultats et donc le travail, de préparation des données en amont est primordial. Voilà, je vous ai mis un exemple, hein, d'annotation. Vous voyez, je vais chercher, des images et je dis de quoi il s'agit. On parle donc, d'apprentissage supervisé. Supervisé par qui? Supervisé par l'humain, bien sûr. OK, donc, on a vu, en quoi consiste le machine learning. On a vu que le deep learning, c'était le fait d'utiliser des réseaux très complexes, difficilement entraînables, et en fait, en gros, on essaye d'optimiser la structure des neurones, dans cette espèce de boîte noire. On ne sait pas trop ce qui s'y passe, mais plus on se rapproche des couches supérieures et plus on constate que, l'algorithme de deep learning est capable, de faire de l'abstraction par lui-même, c'est-à-dire d'extraire, les caractéristiques. En l'occurrence là, notre exemple, c'était d'une image pour pouvoir ensuite utiliser le machine learning et faire, de la prédiction. Maintenant, on va, basculer sur ce qui nous intéresse un peu plus, aujourd'hui, c'est-à-dire le traitement du langage naturel. Donc là, j'ai, parlé de NLP et de LLM, je vous fais tout de suite le lexique. Le NLP, ça, c'est un acronyme anglais qui veut dire Natural Language Processing ou traitement automatique du langage naturel. Et c'est une discipline qui porte essentiellement sur la compréhension, la manipulation et la génération du langage naturel par les machines. Et les LLM, les Large Language Models ou grands modèles linguistiques, un LLM, c'est un programme informatique de machine learning et de deep learning qui peut effectuer une variété de tâches de traitement du langage naturel, telles que reconnaître la langue, reconnaître le sens d'une phrase, traduire, prédire, générer des textes et d'autres contenus, type images, vidéos, etc., etc. Donc là, on détaillera tout à l'heure dans la partie suivante ce qu'on peut faire avec ces algorithmes. Là, l'objectif, c'est, de basculer, de faire le lien entre, le machine learning, le deep learning que je vous ai présenté à l'instant et comment est-ce qu'on adapte ça pour le traitement, du langage naturel. Donc, on vient de le voir, hein, l'approche classique pour entraîner un algorithme de machine learning, c'est l'apprentissage supervisé, hein. Donc ça veut dire je prends des données en entrée, je les annote et je permets à l'algorithme de s'entraîner, de cette façon. Heu, mais le problème, c'est que cette méthode, en fait, elle n'est pas très efficace pour le langage naturel.
D'accord? Et la principale raison pour cela, c'est que quand on pose une question à un LLM, bah, il peut y avoir une multitude de réponses pertinentes qui peuvent être en plus formulées différemment. Là, si je vous montre une photo de chat et je vous dis: «Qu'est-ce qu'il y a sur cette photo?» Il y a qu'une seule réponse possible, c'est un chat, d'accord? Alors que quand je vais poser une question, en langage naturel, bah, je peux y répondre de différentes manières. Donc, il est très difficile lors de la phase d'entraînement automatisé d'indiquer au modèle quand il a fait une bonne réponse ou quand il en a donné une mauvaise, hein. Je donne une photo, de voiture, si l'algorithme de machine learning me dit que c'est un avion, bon, bah, là, on peut facilement lui dire: «Là, tu t'es trompé, il va falloir modifier un peu le paramètre de mes boutons, parce que, la prédiction est pas bonne». Alors que dans le cas d'une réponse à, une question en langage naturel, ben, c'est une autre paire de manches. Autre, difficulté, et ben, c'est le fait que vous l'avez sûrement déjà constaté quand vous échangez avec, un LLM, c'est qu'en fait, vous pouvez avoir toute une conversation. D'accord? Il n'y a pas juste, une réponse à une question, hein. Vous pouvez avoir, une progression dans les échanges, et le LLM, il va utiliser les échanges précédents que vous avez eus pour poursuivre, l'échange, avec vous. Donc si vous entraînez un algorithme uniquement sur un couple question-réponse, bah, il va traiter chaque question indépendamment et c'est pas ce qu'on veut. Donc, c'est pour ça que là où je veux en venir, c'est que l'apprentissage supervisé qu'on a vu là pour la reconnaissance d'images est pas du tout indiqué pour entraîner un grand modèle linguistique. Alors on va faire, l'exemple avec ChatGPT évidemment, que vous connaissez toutes et tous. Donc pour essayer d'entraîner, ce modèle, la société, OpenAI, a développé un modèle dit de fondation. Et ce modèle, il s'appelle GPT et il veut dire Generative Pre-trained Transformer. Un modèle de fondation, dans le cas d'un LLM, en fait, c'est un modèle, qui est entraîné pour connaître les grandes règles de vocabulaire, de grammaire, de syntaxe, d'accord? Et ensuite, on va pouvoir, ce modèle de fondation, le spécialiser. Donc ce modèle, il ne sait faire qu'une seule chose, hein, le modèle GPT, c'est tenter de prédire le prochain mot d'une phrase ou d'un texte. Donc là, en entrée, je vais mettre ce qu'on appelle un prompt, donc une commande écrite, hein, sous forme d'un morceau de phrase ou de texte. Je rentre dans mon algorithme GPT et GPT, ce qu'il fait, c'est qu'il va proposer un mot en sortie. D'accord? Donc en gros, c'est une sorte de complétion automatique, hein, mais qui fonctionne à l'échelle d'un texte, entier. Et comme, je vous l'ai dit, juste avant, hein, il n'existe pas une seule possibilité, mais une multitude de suites possibles, plausibles, voilà. Et alors là, c'est là qu'il faut être, vraiment très, précis, c'est qu'il y a une différence entre plausible et vrai, d'accord? Donc GPT, lui, ce qu'il va faire, c'est il va tenter de produire une suite qui lui semble plausible, qui semble, ne pas trop dépareiller des données qu'on lui a fournies pendant la phase d'entraînement. D'accord? Donc là, en l'occurrence, je vous ai mis un petit exemple. En entrée, on a: «Le chat mange une». Je donne ça à manger, à mon algorithme LLM et en sortie, il va me proposer, des mots. Donc là, je vous ai mis, hein, souris, croquettes, sardines, et cetera. On peut en imaginer d'autres. Alors vous allez me dire: oui, mais prédire le prochain mot, c'est pas suffisant pour tenir toute une conversation» et cette remarque est juste. Sauf que dans le cadre, d'un algorithme informatique, la solution elle est relativement simple, hein. Il suffit juste de répéter ce processus plusieurs fois de suite et c'est exactement ce que fait le modèle GPT. Il prédit un mot, puis le suivant, puis le suivant, puis le suivant, puis le suivant. D'accord? Donc à partir d'une phrase, on va pouvoir demander au modèle de continuer à ajouter des mots jusqu'à former un texte entier. Notez, un truc intéressant, c'est que d'un point de vue pratique, en fait, les LLM,
il ne travaille pas avec des mots, mais il travaille avec ce qu'on appelle des tokens. Donc un token, ça représente un mot ou une portion de mots, hein. Les mots les plus longs, ils peuvent être composés de plusieurs tokens. Et ce qui est intéressant, c'est que, ces tokens, sont les mêmes quel que soit le langage utilisé. D'accord? Le LLM, lui, ses tokens ne sont pas dans un langage, ils sont dans le signifié. Voilà. Et pour, info, par exemple, si je prends, GPT 3.5 qui est, disponible en ligne gratuitement, bah, il a un vocabulaire d'environ 50 000 tokens. Alors, la phase, d'entraînement du modèle. Donc on a dit, hein, la notation, ça marche pas. Donc, en plus, la notation, ça doit être réalisé à la main, et c'est, un gros problème en ce qui concerne le volume des données d'entraînement. Heu et ce problème ne se pose pas dans le cadre d'un LLM parce qu'en fait, c'est beaucoup plus simple, là. Il suffit simplement de prendre n'importe quel contenu texte, de couper les phrases et les paragraphes à différents endroits pour générer facilement des milliards d'exemples et les donner à manger à l'algorithme. Comme ça, il va pouvoir s'entraîner à prédire le prochain mot. Donc là, on parle, d'apprentissage auto-supervisé, d'accord? Apprentissage supervisé, il y a une action humaine. Dans le cadre d'un LLM, on est sur un apprentissage auto-supervisé, c'est-à-dire que le modèle, il va, séparer les données en plusieurs parties. Il va en utiliser certaines pour son entraînement et d'autres pour évaluer si, les réponses qu'il donne sont, pertinentes ou pas. Donc il s'évalue lui-même. Il a tellement de données, qu'il va pouvoir, faire ça. C'est quand même relativement intéressant. Autre notion, importante, c'est la notion de fenêtre de contexte. Donc la fenêtre de contexte, c'est le nombre maximum de tokens que le LLM peut prendre en considération pour prédire le prochain mot d'un texte. Donc, si par exemple je prends GPT 3.5, sa fenêtre de contexte, elle est quand même relativement faible. Elle est, de, 4096. Si je prends GPT-4, on est supérieur à 32 000 tokens. Si je prends GPT-4 Turbo, hein, la dernière version qui est sortie là, on est à 120 000 tokens. Donc là, je vous ai mis, une évaluation, hein, 32 000 tokens, c'est environ 25 000 mots. Hein, vous vous souvenez, il y a des mots qui peuvent être composés de plusieurs tokens. Donc 25 000 mots, c'est quand même relativement énorme et il faut se dire que chacun de ces mots peut avoir une influence sur la prédiction du modèle. Vous allez vraiment pouvoir fournir un maximum d'instructions et de détails au LLM pour pouvoir obtenir, une réponse intéressante. Alors qu'est-ce que le LLM il fournit concrètement, en sortie? Bah, quand on va chercher à trouver le prochain mot d'une phrase, évidemment, il n'y a pas qu'une seule réponse possible. Donc d'ailleurs, le modèle, il fournit pas qu'une seule réponse, hein. Il va plutôt fournir une liste de réponses plausibles avec une probabilité d'occurrence associée et il va tirer au hasard dedans, hein, en mettant plus de poids forcément sur, le mot qui a, la plus grande, probabilité d'occurrence. Mais là, en l'occurrence, si je reprends mon exemple, le chat mange une, bah, on va avoir souris à 95, croquette à 3, sardine à 0,5 et puis on pourrait continuer avec, d'autres, choses que, le chat, mange. D'accord? Donc il donne tout un range, hein, de réponses, le LLM, et il va, tirer, au hasard à l'intérieur. Et c'est tout? Eh bien non. Heu, je vous rappelais, je vous ai dit GPT, c'est un modèle de fondation et là on parle de ChatGPT, hein, donc un chatbot. Bah, GPT, ça ne suffit pas pour faire un chatbot, d'accord? Pour devenir un chatbot, il va falloir faire ce qu'on appelle du fine tuning. D'accord? Hein, du réglage fin. Donc dans ce cas précis, en fait, on va poursuivre l'entraînement du modèle de fondation en lui donnant des instructions, genre: «Tu es un chatbot bienveillant et utile qui essaye d'aider, les utilisateurs» et on va lui soumettre une base de données de réponses humaines à des questions, qui pourraient potentiellement, être posées à un chatbot et donc là, on bascule sur un entraînement qui, à nouveau, est supervisé.
d'accord? Fine tuning, c'est de l'entraînement supervisé. Donc on entraîne le modèle de fondation en mode automatique et après on va faire les réglages fins pour le spécialiser dans un domaine et en l'occurrence ChatGPT, c'est, le domaine du chatbot. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que dans le cas de ChatGPT, OpenAI a même rajouté une troisième couche d'entraînement. Donc c'est, l'apprentissage par renforcement avec feedback humain. Donc là, comment est-ce que ça fonctionne? En gros, on va demander au chatbot, de répondre, de façon différente, fournir plusieurs réponses à une question et ensuite on va faire évaluer la réponse à un humain pour classer, les réponses par ordre de pertinence. Et avec un mécanisme de récompense, hein, un peu comme avec, quand on dresse un chien, on va forcer le chatbot à, donner plutôt tel ou tel type de réponse. Donc il faut comprendre, que, ChatGPT en fait c'est, une version, fine tunée de GPT destinée à être un chatbot. Mais par contre, on peut tout à fait envisager d'entraîner un, LLM dans d'autres domaines. Pour tout un tas d'applications différentes, hein. Donc on a le fameux, text to speech, speech to text, ça veut dire, je, donne du texte écrit et l'intelligence artificielle va me le lire ou inversement, je file un enregistrement sonore et j'ai la transcription automatique en texte, hein. On en parlera tout à l'heure pour les assistants de réunion, mais c'est quand même relativement pratique. On va pouvoir faire de la traduction en temps réel. Hein, vous vous rappelez que, les LLM fonctionnent avec des tokens qui sont les mêmes quelle que soit la langue utilisée. Donc du coup, on peut arriver à faire des performances, incroyables où on va quasiment être capable de faire une traduction en temps réel. On va pouvoir faire des résumés automatiques de texte, on va pouvoir avoir des assistants virtuels qui nous aident à organiser notre emploi du temps, on va pouvoir faire de la programmation informatique, on va pouvoir faire des mathématiques et cetera et cetera. OK, allez maintenant je vais vous, présenter un petit peu ce qui se fait, avec ces algorithmes. Vous avez une petite idée maintenant, je pense relativement précise de comment, ça fonctionne et on va, aller regarder, ce qui se passe sur internet. Vous le savez, hein, l'intelligence artificielle est un domaine qui est en plein boom et donc du coup le web regorge, d'outils en tout genre. On va faire un tour d'horizon, bien sûr non exhaustif, de ce qui se fait en termes d'outils de gain de productivité assistés par l'IA, parce que c'est bien de ça dont il s'agit. Parce qu'aujourd'hui, c'est un enjeu quand même important pour les entreprises, c'est que ces outils d'IA, quand ils sont bien utilisés, ils permettent vraiment de gagner du temps et d'être plus productifs. Alors les chatbots, ben, on a pris l'exemple de ChatGPT, mais sachez qu'il y en a plein d'autres. Les chatbots, ils ont révélé, les capacités du machine learning et du deep learning au grand jour, hein, notamment, avec la première version de ChatGPT. Heu, Maintenant, il en existe une multitude, hein, à disposition et vous n'avez que l'embarras du choix. Donc, la plupart, des plateformes vous proposent d'utiliser, leur outil de chat en ligne ou vous pouvez également utiliser des API, hein, des interfaces de programmation pour pouvoir intégrer ces chatbots dans vos process métiers. Alors pour ceux et celles qui n'auraient pas encore eu la curiosité de tester, voilà comment ça fonctionne. En gros, vous posez une question, d'accord? C'est ce qu'on appelle le prompt, et le modèle, va vous répondre dans la fenêtre et vous pouvez prolonger la discussion grâce à la fameuse fenêtre de contexte dont j'ai parlé tout à l'heure, et le LLM, il se rappelle des échanges, il les prend en compte lors de ses réponses, donc vous pouvez mener toute une discussion. Vous voyez là, on est sur, le chat de Mistral AI, hein, qui est l'entreprise française qui fait de l'intelligence artificielle et Mistral, c'est leur algorithme, hein, concurrent de, enfin de GPT, et des autres algorithmes du marché. Justement, on va se demander du coup s'il y a plein d'offres, on va se poser la question de quel est le meilleur chatbot? Et c'est, une vraie question. D'ailleurs, il y a une université américaine qui s'est penchée sur le sujet et qui a créé la Chatbot Arena. Donc là, le concept, c'est on fait s'affronter les LLM,
et ça permet d'utiliser un système de classement cohérent, notamment le système Elo, hein, qui est utilisé pour les échecs, par exemple. Donc, en gros, le concept est le suivant. C'est vous arrivez sur votre chatbot Arena, vous posez une question et il y a 2 LLM anonymes qui vous répondent et vous décidez si vous êtes plutôt pour la réponse A, pour la réponse B ou égalité. Et ça vous permet de créer un classement. Et ce classement, à l'heure actuelle, il est là. Donc vous voyez évidemment GPT-4 Turbo en haut du classement avec 1260.elo. Voilà, donc c'est l'entreprise OpenAI. Vous voyez que le numéro 2, donc c'est Claude, version 3 de la société Anthropique, qui est à 1255. Donc pour information, 5 Elo, c'est vraiment rien du tout en différence. Donc ça veut dire que Claude est quand même relativement bon. Ensuite, on va avoir Gemini Pro, donc ça c'est Google, et un petit peu en dessous. On va avoir Command R de la société Cohere, qui d'ailleurs, pour information, vous regardez la licence est en Creative Commons, donc c'est pas une licence propriétaire, c'est une licence ouverte. Et puis vous avez les Français de Mistral, bon, qui sont un peu en dessous, mais qui sont quand même pas mauvais. Donc là, l'objectif, c'est pas de vous expliquer comment on utilise un LLM, on verra ça après. C'est plutôt de vous donner une indication pour que vous puissiez choisir lequel utiliser, hein. Bon, vous avez que des Américains ici, vous avez le français en 5e, donc c'est pour ça que moi j'essaie d'utiliser au max le français et d'aider nos entreprises de la tech. En plus, Mistral est quand même relativement bon, donc j'ai pas de souci. Si ça vous intéresse d'en savoir plus sur la chatbot Arena, vous pouvez évidemment aller cliquer sur l'URL que je vous ai mise en bas là pour participer, hein. Vous pouvez aussi aller participer au classement. Vous faites s'affronter les différents modèles de langage et vous décidiez qui fait la meilleure réponse. J'enchaîne sur la problématique de la confidentialité. Vous avez vu, j'ai déjà envoyé des prompts là sur les chatbots hébergés sur les serveurs distants, hein, donc les serveurs des entreprises. Donc attention quand vous faites ceci, parce que toutes les conversations que vous avez avec ces algorithmes, elles pourront potentiellement être utilisées. Donc les données diffusées ou exfiltrées. Donc partez toujours de ce principe-là et ne diffusez jamais aucune information personnelle ou stratégique lors de vos échanges, hein. Un des moyens de se protéger, heu, pour demander à une IA de travailler sur des données confidentielles, je ne sais pas moi, des rapports de performance, des données de pilotage de votre entreprise ou autre, c'est d'utiliser un modèle de langage en local sur votre ordinateur. Donc sachez que vous pouvez avoir un modèle de langage qui est en local sur votre ordinateur. Donc vous n'allez pas sur internet et les données restent tranquillement sur votre machine. Donc il y a plusieurs, hein, logiciels qui vous permettent de le faire. Juste un petit bémol, évidemment, ces modèles, ils ont besoin d'une grosse machine pour fonctionner, hein. Hein, si vous mettez ça sur votre petit laptop qui fait que de la bureautique, ça va pas bien fonctionner. Mais si vous avez un bon PC, un bon ordinateur, voici quelques solutions que je vous recommande. Vous avez notamment GPT for All, LM Studio que j'ai testé et je trouve vraiment sympa, c'est assez facile d'utilisation. Et puis il y a aussi Oyama, qui est en ligne de commande, donc c'est un peu plus pour les informaticiens, mais c'est sympa, ça vous permet d'avoir votre IA en local et vous pouvez lui demander des choses un petit peu plus touchy. Vous savez que les données sortiront pas de votre ordinateur. Bon et puis après évidemment vous avez, maintenant ce qu'on appelle le PLM, hein, c'est pas Paris, Lyon, Marseille, hein, non, c'est un LLM mais qui est, super adapté à votre utilisation. Donc là, c'est l'une des tendances actuelles dans le domaine des IA de traitement du langage naturel. En fait, ce qu'on vous dit, c'est bah, vous avez le modèle de fondation, et plutôt que d'entraîner le LLM sur des thématiques vraiment ultra généralistes, ben, on va entraîner le LLM sur votre problématique à vous. C'est vous-même qui choisissez les données d'entraînement.
Voilà, on appelle ça un memory stack et donc vous allez pouvoir avoir un modèle de langage qui, connaît parfaitement, votre travail et vos problématiques et qui donc va être capable d'être beaucoup plus pertinent dans les solutions, qu'il vous propose. Donc si ça vous intéresse de voir, ce que, il y a moyen de faire avec, les PLM, je vous recommande d'aller, faire un tour sur, personal.ai qui propose, d'entraîner, un modèle de fondation sur votre problématique métier. Alors, les LLM spécialisés dans la création de contenu. Alors ça, j'ai testé également, hein, pour vous. Donc, l'objectif, évidemment, c'est, de réussir à bien utiliser un LLM puisque là, ça reste des, modèles de langage, un petit peu spécialisés dans la création de contenu. On le verra tout à l'heure, hein, pour bien maîtriser le LLM, il faut maîtriser l'art du prompt. Donc, il faut savoir bien prompter et même quand on prompte bien, il est parfois difficile d'obtenir exactement ce qu'on souhaite du premier coup. Donc c'est pour ça qu'il y a, des, intelligences artificielles qu'on appelle les writing copilot, donc c'est votre copilote de rédaction de contenu, qui sont justement spécialement conçus pour, vous aider, dans la création de, contenu texte. Donc là, moi, j'ai testé, copy.ai et donc en gros, qu'est-ce que c'est? Bah, c'est, un LLM qui a été spécialement entraîné pour rédiger du contenu, à publier, soit sur les réseaux sociaux, soit sur un blog, soit, sur, du print, voilà. Donc il est plus pertinent et plus créatif, notamment quand il s'agit d'adopter un style de rédaction ou un ton particulier. Il va être un petit peu meilleur qu'un LLM classique sur, ce domaine-là. Et ce qui est vraiment, je trouve, la valeur ajoutée, c'est que, ça va vous proposer des pré-prompts, en fait, qui vous permettent, de tout de suite être efficace dans, les prompts, de génération de contenu que vous allez, soumettre, à l'intelligence artificielle. Puis vous avez également des options, collaboratives pour pouvoir, travailler ensemble sur la rédaction, d'un texte. Voilà, bon, j'ai trouvé ça intéressant, c'est pas fou non plus, hein. OK. Allez, la génération d'images, vous en avez sûrement déjà entendu parler. Donc ça, c'est un autre domaine dans lequel les IA créent des images qui sont, franchement époustouflantes. Donc le concept est le suivant: on va entraîner 2 modèles d'IA de manière concurrente. Il y a un modèle qui va recevoir des données d'entrée et qui génère une image et l'autre qui reçoit cette image et qui juge sa qualité. Et au fil du temps, le générateur d'images, il apprend du discriminateur qui lui dit si l'image, est bien, ou non. Donc cette IA, elle est équipée déjà d'un, modèle de langage qui est capable de comprendre vos instructions, en langage naturel, hein. On appelle ça, dans le jargon le plongement. Et d'un algorithme de diffusion. Donc l'algorithme de diffusion, je ne vais pas rentrer dans le détail technique, ici parce qu'on n'a pas le temps, ça sinon ce serait beaucoup trop long. Mais en gros, l'algorithme de diffusion, c'est celui qui va être capable de créer l'image et en fait, cet algorithme de diffusion, il est conditionné, par, cette instruction. Donc là, en l'occurrence, je vous ai mis la célèbre image de, Gandhi qui fait un selfie. Donc évidemment 100 généré par IA. Alors les applications, qui sont disponibles, sur le web, il y en a plein. Je vous en propose 3, hein. Donc vous avez déjà, DALL-E, hein, qui est, intégré, à ChatGPT. D'ailleurs, si vous voulez aller sur ChatGPT 3.5, hein, vous pouvez carrément lui demander de générer une image dans le chat, hein. Pendant que vous parlez avec l'IA, vous lui dites, «Fais-moi une image» et il vous fait une image. Vous avez le fameux Midjourney, hein, qui donne des résultats vraiment, impressionnants. Heu et vous avez, également l'algorithme Stable Diffusion, via l'application dreamstudio.ai. Alors Midjourney, c'est vraiment ça marche vraiment très, très bien. En revanche, pour, tester cette application, il est nécessaire, d'installer, Discord
et la façon dont ça fonctionne avec le bot Discord est un peu contre-intuitif. Donc si vous ne connaissez pas Discord et que vous avez jamais utilisé cette application, il est probable que vous vous retrouviez, un petit peu, en difficulté. Donc, pour tester, ces algorithmes-là et voir ce que vous avez la possibilité de faire, je vous recommande plutôt d'essayer Dream Studio, hein, avec l'algorithme Stable Diffusion. Vous pouvez y accéder gratuitement, et facilement et rapidement, réussir à générer, des images, hein. Vous voyez sur la gauche, il y a mon prompt. Vous pouvez faire un prompt positif où de vous demandez ce que vous voulez, un prompt négatif où vous dites: «Bah, je veux pas telle ou telle chose», et vous regardez ce que ça vous donne. Donc vous voyez là, ils m'ont fait, j'ai fait plusieurs, générations et vous voyez les différents types d'images, que ça, me génère. Alors évidemment après, la génération d'images, il y a la génération de vidéos, hein, le next level. Donc les JA qui génèrent des vidéos, elles c'est évidemment sont des, dérivés des algorithmes de diffusion. Et la façon dont elles fonctionnent peuvent encore à l'heure actuelle, créer des incohérences, certaines incohérences, mais le rendu global reste quand même intéressant. D'ailleurs, c'est vachement intéressant de regarder comment ça fonctionne, ces algorithmes de génération de vidéos parce qu'en fait, si vous faites pas gaffe, bah, vous les voyez pas les incohérences, elles sont presque invisibles, mais en fait, c'est là que vous vous rendez compte qu'en fait l'algorithme ne sait absolument pas ce qu'il fait. Hein, je vous ai mis un exemple, après vous m'en direz, vous me direz ce que vous en pensez dans le chat éventuellement. Bon, le rendu global est quand même très intéressant. Le souci, c'est qu'en rajoutant le mouvement, la dimension supplémentaire va compliquer les choses pour l'algorithme, hein. Donc comme, il ne sait pas ce qu'il fait l'algorithme et il se contente de créer quelque chose qui lui semble plausible, bah, on peut, tomber sur des choses un peu bizarres. Donc je vous ai mis une vidéo de Sora, hein, qui est, l'intelligence artificielle d'OpenAI. C'est une vidéo qu'OpenAI a publiée pour montrer ce que son algorithme est capable de faire. Donc je vous ai coupé la vidéo, elle est beaucoup plus longue, hein, mais je vous ai mis, la vidéo de d'une femme pardon, qui marche la nuit dans Tokyo et je vous demande de bien regarder sa jambe gauche. Ah, ça fait un peu bizarre, hein. Voilà, donc elle marche et puis vous voyez la jambe gauche qui passe à droite. Petite, incohérence. Je vous avoue, la première fois que j'ai vu cette vidéo, j'ai même pas fait attention, je l'avais pas vue. Heu, voilà, donc ça permet de se rendre compte de ce qu'il y a un peu dans la tête de l'intelligence artificielle qui, in fine, en fait, ne sait pas ce qu'elle fait. Quelques applications de génération de vidéos, donc évidemment Sora d'OpenAI, je vous ai mis, l'adresse URL si vous voulez aller voir. C'est pas encore disponible, mais ça le sera prochainement. Vous avez, Flicky.ai, vous avez aussi Pika.art qui marche bien et également, Gen2. Voilà. Les 3 autres, hein, c'est des freemium, hein, donc vous pouvez tester les capacités, sans donner votre carte bleue. Ça peut vous donner une idée de ce qu'il y a moyen de faire avec, et c'est très intéressant. À noter, également qu'il existe des IA, spécialisées dans la création d'avatars virtuels, d'accord? Donc vous pouvez, en mettant des photos de votre visage, créer un clone, de vous-même et si vous ajoutez à ça le clonage de la voix, donc j'en parle juste après avec une autre application, on peut arriver à des, résultats qui sont extrêmement surprenants, voire même potentiellement dangereux pardon, en termes, d'usurpation d'identité, hein. Donc les fameuses, fausses visioconférences où vous avez votre chef, qui vous demande, de virer de l'argent, sur un compte à l'étranger et on peut s'y tromper. Alors je vous ai mis un petit exemple que je trouve pas mal, pour ceux qui connaissent Morgan Freeman et sa voix en anglais. I am not Morgan Freeman, and what you see is not real. Well, at least in contemporary terms, it is not. What if I were to tell you that I am not even a human being? Would you believe me? What is your perception of reality? Donc voilà, évidemment c'est pas du tout Morgan Freeman, c'est pas non plus sa voix, hein. C'est tout réalisé, avec des IA et je trouve que le résultat est quand même relativement bon.
Donc du coup, je vous ai dit clonage de voix. Donc là, c'est le fameux speech to text et text to speech. Hein. Donc ça, c'est des outils qui sont quand même relativement intéressants pour gagner en efficacité, notamment pour les outils de transcription. Hein, qui sont capables de faire de l'OCR. Hein. Vous donnez un document écrit à la main et il vous le retraduit en informatique, enfin, en écriture informatique automatiquement. Et même maintenant, les assistants de réunion, hein, vous faites une réunion et puis vous enregistrez la réunion et vous donnez le résultat sous forme de fichier audio. Et l'IA, elle est capable de faire des choses incroyables, y compris de vous dire qui est en train de parler. C'est-à-dire qu'il reconnaît les voix et il vous dit, bah, tiens, il y a un tel qui est intervenu qui a dit ça. Donc, franchement, le résultat là, des assistants de réunion, c'est vraiment impressionnant ce qu'il y a moyen de faire. Donc voilà, vous avez assisté à une réunion et vous devez produire un compte rendu. Souvent, c'est une tâche fastidieuse. Hein. Vous êtes obligé de réécouter, c'est rébarbatif, c'est pas très intéressant à faire et ça prend du temps en plus. Donc demandez à votre assistant virtuel de le faire à votre place. Et donc là, je vous recommande de tester fireflies.ai qui marche vraiment très bien. Donc cette application, elle va s'interfacer avec la quasi-totalité des applications de visioconférence. Il y a même des extensions de navigateurs qui permettent de faire la capture audio si ça pose problème. Et donc en fait, Firefly, il prend l'audio et la vidéo et il va vous faire un condensé de réunion en d'une heure, pardon, en un résumé de quelques minutes avec les points importants. Hein. Vous avez accès aux points clés, aux questions importantes. Vous pouvez créer, partager des extraits, les envoyer par email automatiquement pour dire bah tiens tel point de la réunion, ça t'intéresse, hop, vous cliquez, ça envoie directement. C'est vraiment très intéressant. Donc fireflies.ai, l'assistant de réunion. Je bascule sur une autre IA que je trouve vraiment très bien, c'est elevenlabs.io ou io, comme vous voulez. C'est l'application de voix la plus réputée à l'heure actuelle et son efficacité est redoutable. Hein, vous pouvez faire du text to speech, mais également du speech to speech. Hein. Vous pouvez parler et donner une intonation un petit peu à ce que vous dites, et après vous pouvez changer votre voix, et en fait vous pouvez même lire votre texte dans une autre langue. Hein. Donc si vous voulez faire un texte commercial pour aller attaquer un nouveau marché au Japon, bah, vous faites votre texte et puis vous transformez votre voix et vous d'un coup vous parlez japonais. Hein, c'est assez impressionnant. Je vous ai fait une petite démo rapidement là. D'ailleurs, Christophe s'en va et c'est moi, Jérémy, qui vais reprendre la présentation de cet atelier. C'est bon pour vous? Si vous avez déjà essayé de faire un podcast, d'ajouter des commentaires sur une vidéo, voire d'enregistrer un entretien face caméra, vous savez que l'exercice est difficile. Intonation, bafouillement, onomatopée parasite, débit de parole. Si vous n'êtes pas rompu à cet exercice, vous pouvez recommencer de nombreuses fois avant d'arriver à obtenir quelque chose d'à peu près correct. Avec Eleven Labs, il vous suffit d'un prompt pour faire lire votre texte impeccablement et distinctement du premier coup. Pas mal, non? Qu'est-ce qu'on fait? On demande à Christophe de revenir? Bon voilà, c'était une petite blague. J'aurais bien voulu le faire en clonant ma voix, mais malheureusement c'est pas disponible dans le freemium. Donc je l'ai fait avec une voix préenregistrée, mais je trouve que le résultat est vraiment intéressant. Allez, je vous mets un autre slide avec un florilège d'autres domaines dans lesquels il y a des IA qui font des choses intéressantes. Vous avez notamment les IA qui vous permettent de corriger des fautes d'orthographe. Hein. Donc vous avez Grammarly et WordTune hein, qui sont disponibles en ligne. Vous avez des IA qui permettent également de générer de la musique. Hein. Je vous ai mis deux exemples, hein, Splash Pro et AIVA. Vous avez des IA qui vous permettent de faire de la gestion de projet et de l'optimisation de tâches. Hein. Donc, je vous ai mis AnyDo et Bidon, qui sont deux IA qui vous permettent voilà, de faire de l'optimisation de tâches au quotidien et de gérer vos projets à plusieurs pour être le plus efficace possible. Vous avez les IA de planification hein, pour vous aider à optimiser votre planning. Donc, je vous ai mis Clockwise et Motion à tester.
Vous avez des IA pour gérer vos emails, hein, qui vous permettent d'identifier quels sont les emails des personnes importantes, de supprimer les emails qui vous intéressent pas, etc., etc. Hein. Donc, je vous ai mis Sanebox et Email Tree, hein, notamment pour le classement des emails aussi. Ça, c'est vachement intéressant. Vous pouvez même aller faire de la présentation PowerPoint automatique. Donc là, je vous ai mis Dectopus et SlideGo, hein, pour faire des petites présentations rapides, hein. Celle-là, ce ne serait pas possible parce qu'elle est un peu trop complexe. Mais vous pouvez vraiment arriver à des résultats intéressants. J'ai testé aussi SlideGo. J'étais impressionné par ce qu'ils sont capables de faire. Et puis après, j'ai mis un autre truc en ce qui concerne la génération de code informatique, hein. Pour ceux qui sont informaticiens, sachez que vous avez des choses vraiment intéressantes, notamment AlphaCode, OpenAI Codex, GitHub Copilot, qui sont des applications qui vous aident à faire du développement informatique. Alors attention, hein, génération de code informatique, il faut déjà savoir coder, hein. Si vous ne savez pas coder, vous ne serez pas capable d'utiliser ce genre de choses. Mais si vous avez des notions en algorithmie et que vous voulez faire un peu de code informatique, franchement, tester ces outils, ils sont impressionnants. OK, allez, maintenant, on passe à l'art du prompt. Je vous ai mis un petit prompteur au théâtre, mais c'est un peu ça. Les LLM et tous leurs dérivés qu'on a vus là, qui sont disponibles sur internet, bah, ils fonctionnent généralement à partir d'instructions en langage naturel. Voilà, donc être efficace dans le domaine, c'est pas forcément facile, surtout quand on débute, et pour avoir un résultat satisfaisant, bah, il y a des fois, on passe beaucoup de temps, et l'objectif de l'IA étant de gagner du temps, bah, c'est quand même de bon ton, il est de bon ton de savoir prompter et d'être efficace pour obtenir rapidement le résultat dont vous avez besoin. Donc je vais vous donner quelques règles à suivre pour réussir vos prompts. La règle numéro 1, vous fournissez un contexte. Donc plus votre prompt est basique et plus la réponse elle sera générique, hein. Donc pour obtenir des bons résultats, fournissez un contexte au modèle. Rappelez-vous de la fenêtre de contexte, vous avez vraiment de la place et du temps pour pouvoir expliquer au modèle ce que vous attendez. Hein. Je vous donne le contexte, un exemple, hein. Si vous demandez à un plombier comment purger votre ballon d'eau chaude, bah, il ne vous répondra pas de la même manière si vous lui spécifiez que vous êtes du métier ou que vous êtes un débutant total. Et ben, c'est exactement pareil avec un LLM. Donner du contexte et spécifier les conditions dans lesquelles vous êtes pour avoir un résultat efficace. Règle numéro 2, soyez spécifique. Il est important d'être très clair et direct avec le LLM pour éviter de polluer l'algorithme avec des informations parasites, hein, qui pourraient influer négativement sur la réponse. Essayez de trouver la formulation la plus précise et la plus concise possible en utilisant le vocabulaire approprié. Un peu comme quand on essaye de décrire, de faire un énoncé de problème de mathématiques. Vous devez être capable de formaliser le problème de la façon la plus explicite possible pour être certain de ne pas générer de confusion, hein. Et on se rappelle de la formule consacrée, ce qui se conçoit bien s'énonce clairement et les mots pour le dire viennent aisément. Voilà, il faut vraiment être capable d'être précis et d'être clair. N'hésitez pas à utiliser cette technique aussi, vous donnez une identité et un rôle, voire un métier à votre LLM. C'est une technique qui est quand même relativement efficace et ça lui permet encore une fois d'être plus précis dans le contexte de ce que vous voulez faire. Genre par exemple, vous donnez, le rôle d'un professeur, qui va expliquer un concept à sa classe. D'accord? Et puis, bah, vous pouvez également faire en sorte que le LLM incarne un personnage fictif ou non, dans le but de produire un type de réponse bien particulier. Si je prends l'exemple du professeur, bah, si vous demandez au LLM d'expliquer ce que c'est que la mécanique quantique, si vous lui donnez le rôle d'un professeur de collège ou le rôle d'un titulaire de la chaire de physique d'une prestigieuse université, bah, vous n'allez pas du tout avoir la même réponse. Pas le même vocabulaire
et il y a une réponse qui sera accessible et une autre qui sera beaucoup plus technique et beaucoup plus complexe à comprendre. Règle numéro 4, définissez votre cible et le canal. Donc ça, c'est important pour obtenir une réponse de qualité. Il est primordial d'indiquer à qui cette réponse est destinée et sur quel support elle sera diffusée. Hein, site web, réseaux sociaux, podcast, vidéo, infographie, etc. etc. Pensez au format de sortie. Hein, le LLM, il est capable de suivre une structure précise d'articulation du contenu, notamment de faire des titres, des sous-titres. Il peut même produire des tableaux récapitulatifs si vous lui demandez. Concrètement, si vous demandez à votre LLM comment est-ce qu'on fait pour cultiver des salades, généralement, vous allez obtenir une liste d'étapes à suivre. Par contre, si vous expliquez au LLM que vous voulez savoir comment cultiver des salades, mais qu'il s'agit d'un script pour une vidéo YouTube, vous verrez que le résultat est complètement différent. Il va se mettre dans le rôle et il va vous proposer une solution qui est complètement différente. Alors, profitez de la fenêtre de contexte avec la technique du chain prompting, donc les chaînes de prompt. Donc vous vous souvenez, hein, GPT-4 a une fenêtre de contexte de 25 000 mots. Ça fait à peu près un texte de 100 pages, hein, donc c'est quand même vraiment énorme. Et vous allez pouvoir exploiter cette particularité en utilisant le chain prompting. Donc qu'est-ce que c'est? Ça signifie que plutôt que de faire une seule demande très complexe en un seul bloc, vous allez décomposer votre demande en demandant au LLM de réaliser plusieurs choses à la suite. D'accord? Vous commencez par lui donner une première tâche et après, à partir de la réponse, vous affinez, vous affinez, vous affinez et vous allez pouvoir lui faire plein de choses. Par exemple, vous pouvez lui dire de rédiger un contenu sur un sujet et puis une fois qu'il a rédigé le contenu, vous lui dites: «Vas-y maintenant décompose-moi ce contenu en me créant des titres percutants pour, publier sur mon blog». Je voudrais que tu me développes un peu plus ce paragraphe-là, en me donnant plus de détails techniques. Je voudrais que tu me fasses, un chapeau d'introduction. Je voudrais que tu me fasses une publication pour les réseaux sociaux qui introduit ce contenu, et cetera, et cetera. C'est ça la technique du chain prompting et ça donne d'excellents, résultats. Allez, la règle numéro 6 que j'aime, bien, c'est de donner un exemple de la réponse que vous attendez. Surtout, n'hésitez pas à faire ça. Ils sont vraiment très forts, pour, faire de l'imitation, les LLM, hein. Donc c'est un peu le contre-pied de la méthode précédente. Là, on fait un one shot prompting. Donc l'objectif, c'est de dire: «Voilà, je veux ça comme résultat. Donc maintenant, vas-y, donne-moi un tableau de données, donne-moi», là, en l'occurrence, j'ai fait quelque chose sur les clubs de foot, de Ligue 1. Donc là, j'en décris un et je lui dis: «Maintenant, décris-moi, tous les autres clubs de la même manière» et il s'exécute. Allez, quelques autres conseils, en vrac. N'hésitez pas quand vous avez une réponse qui vous plaît pas, de le dire au LLM, hein. Vous lui dites ce qui va pas dans la réponse. Vous lui dites: «Non mais là, à cet endroit-là, c'est pas ça que je veux». Et il est capable de comprendre son erreur et de la corriger. N'hésitez pas également à donner une limite à la taille des réponses attendues, hein. Si vous voulez une réponse concise, n'hésitez pas à dire, «Fais-moi un texte qui décrit, tel sujet en 150 mots», hein. Comme ça vous permet de condenser. Puis après, si vous êtes un peu juste, dites: «Bon, OK, là 150 c'est un peu juste, mais allez en 200 mots maintenant». N'hésitez pas à lui demander, de reformuler sa réponse et n'hésitez pas vous-même à reformuler et à reposer vos questions différemment si vous constatez, que, les réponses que vous obtenez, ne sont pas suffisamment, adaptées, à votre objectif. Allez, on passe, rapidement à la dernière partie, pour finir. On va aller, sur, l'axe des API, donc les interfaces de programmation. Alors, je vous en parle pas parce que, c'est vous qui allez, développer des interfaces de programmation, basées sur les API, mais c'est pour comprendre le potentiel de ce que vous pouvez faire en faisant appel à un informaticien ou à l'informaticien de votre entreprise.
En fait, si vous voulez intégrer l'IA dans votre stratégie d'entreprise, déjà la première chose à faire, et c'est pour ça que je vous ai un peu aidé aujourd'hui, c'est d'identifier les outils qui vont potentiellement vous faire gagner du temps. D'accord? Ça, c'est la première étape. Et la deuxième étape, c'est de voir comment est-ce que vous allez pouvoir intégrer ces applications dans votre écosystème numérique. Heu, on a parlé de fine tuning tout à l'heure, donc entraîner sa propre IA, ça nécessite des compétences élevées et une infrastructure de calcul très puissante. Donc généralement pour les TPE et les PME, c'est pas possible et il est plus judicieux de se tourner vers des API. Et la plupart des solutions que je vous ai présentées là, elles proposent des API, des interfaces de programmation qui vous permettent d'interconnecter votre IA, enfin une IA avec votre logiciel, avec un logiciel de votre écosystème numérique, hein. On peut imaginer, je ne sais pas moi, par exemple le CRM, hein, le gestion relation client. Vous pouvez imaginer connecter une IA et dire à l'IA, maintenant j'aimerais bien que tu m'analyses dans toutes les données là que j'ai fait remonter et que tu me dises quels sont les 10 prospects les plus chauds pour que je les recontacte parce que là, j'ai besoin de générer un peu de chiffre d'affaires. Voilà, c'est un exemple parmi tant d'autres. Et c'est possible grâce aux API. Il suffit juste de se connecter, d'envoyer automatiquement depuis votre logiciel une sollicitation au LLM qui va répondre et qui va être capable de vous fournir des réponses, qui va être capable d'automatiser certains processus métiers que vous réalisez tous les jours et vous permettre de gagner encore plus de temps. Voilà. Utiliser une API, c'est pas très compliqué, hein. J'ai regardé un peu, notamment l'API OpenAI, comment ça fonctionne. Concrètement, vous envoyez, une petite instruction avec, la question, le type, de contexte et le type de réponse que vous attendez et hop, ça part, chez, OpenAI et il vous renvoie, une information, qui a été générée par GPT-4. Donc là, pour un exemple, hein, pour vous donner, une histoire de coût, en entrée, le million de tokens en entrée chez OpenAI, c'est 10 $ et en sortie, c'est 30 $ le million de tokens. Hein, vous vous rappelez, un token, c'est presque un mot, hein. Il y a certains mots qui sont composés de plusieurs tokens, mais les petits mots, c'est un token. Donc vous avez, quand même, en termes de volume, vous êtes large, hein, au niveau des requêtes que vous pouvez, soumettre, aux IA via les API. OK, je suis pas mal au niveau du timing, donc je pense qu'on va pouvoir, conclure. Donc à court terme, il faut savoir que, les, IA et les LLM, ils travaillent sur la problématique de la vision. D'accord? C'est-à-dire la possibilité d'analyser finement une image, voire une vidéo et d'être capable de savoir ce qui la compose, de, définir tous les objets qu'il y a dessus, leur position, leur couleur et cetera. Ça, c'est, le challenge du moment, en IA. Maintenant ce qu'il faut, aussi bien comprendre, c'est que, in fine, ces algorithmes entre guillemets «d'intelligence artificielle», ils sont pas si incroyables que ça. La vraie performance, c'est plutôt l'intelligence des humains qui ont réussi à développer des algorithmes qui sont capables de faire ça. Comme le dit, Yann Lequin, hein, français, chef du laboratoire de recherche IA chez, Meta, donc chez Facebook. Pour lui, les LM, en fait, ils sont bêtes, et ils ont une intelligence qui dépasse pas celle d'un enfant de 4 ans qui pourtant, a disposé d'infiniment moins de données pour s'entraîner. Néanmoins, on va pas se mentir, bien utiliser ces algorithmes, c'est des formidables machines à gagner du temps et à gagner en productivité, pourvu que vous soyez malin et que vous arriviez à les utiliser correctement. Donc, la maîtrise, des prompts, la maîtrise des différentes IA, l'interfaçage des IA avec vos solutions métiers, ça va devenir un enjeu majeur et pour toutes les entreprises. Voilà. Dernière chose, je souhaitais, citer, David Louapre, qui, est un vulgarisateur scientifique, dont je me suis inspiré pour faire la première partie, de cette présentation. Voilà, c'est super ce qu'il fait, je ne serai jamais à son niveau, donc je me suis permis de m'inspirer, de sa présentation et j'espère que ça vous a permis de bien comprendre comment fonctionnent les algorithmes de machine learning et de deep learning.